l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, du moins son site de Tolbiac, par voie d'Assemblée Générale, ayant décidé du blocage de l'université aujourd'hui, je m'adresse à vous par la voie habituelle. Alors, je suis un petit peu désolé pour les autres utilisateurs de la chaîne, ceux qui ne sont pas mes étudiants. Je ne peux pas vraiment faire autrement. Et vous allez, comme déjà plusieurs fois auparavant, prendre en cours un cours. J'espère que ce sera suffisamment compréhensible pour tout le monde. Bien. Alors, pour recadrer les choses, dans ce cours, on travaille sur amour et pouvoir, amour et politique, c'est-à-dire comment le domaine du pouvoir prend sa place, s'empare de la disposition humaine à aimer, pour s'étendre. Alors, on l'a vu à propos des problématiques d'intégration, à propos de la notion d'identité, on l'a vu à propos de la disposition au sentiment amoureux et à la façon dont ça pouvait être déployé culturellement. On l'a vu par rapport à l'autochtonie, autochtonie entre amour de soi et haine de l'autre. On a abordé la semaine dernière le mariage, on l'aborde encore cette semaine, et la semaine suivante, on parlera probablement de la sexualité, de la normalisation de la sexualité, de la répression de la sexualité. Sur le mariage, dans le cours précédent, donc en Sorbonne, et qui sera diffusé dans son intégralité comme tous les autres cours filmés en Sorbonne à la fin du semestre, après les examens. La semaine dernière en Sorbonne, de quoi on a parlé? On a parlé en quelque sorte de ce qui précède le mariage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on choisit son époux, son épouse, à qui on a le droit, comment ça se passe, qu'est-ce qui se joue dans l'avant en quelque sorte, dans le cadre qui délimite le choix des épousailles. On a notamment travaillé donc, sur les enjeux anthropologiques du mariage, sur la théorie de l'alliance, et notamment la théorie lévi-straussienne de l'alliance, que je vous résume en 2 mots. Dans toute société, au départ, il y a l'interdit de l'inceste. L'interdit de l'inceste est une obligation négative. Je ne peux pas épouser telle et telle et telle et telle personne. Ce qui implique simultanément une obligation positive. Je peux épouser telle et telle et telle et telle personne. Ce qui est un geste prodigieusement politique, puisque dès cet endroit-là, on délimite le même et le différent, aussi bien à l'intérieur du groupe qu'à l'extérieur, c'est-à-dire à l'intérieur du groupe qui je n'ai pas le droit d'épouser, qui j'ai le droit d'épouser, à l'extérieur du groupe qui je n'ai pas le droit d'épouser, qui j'ai le droit d'épouser. Ensuite, on avait regardé les différentes structures, simples, complexes. Le groupe A propose des femmes au groupe B qui propose ces femmes au groupe A, et plus complexe, le groupe A propose au groupe B qui propose au groupe C qui propose au groupe A, et de manière aléatoire, etc. Ou alors, au contraire, un mariage ouvert à toutes les personnes qui ne sont pas dans le groupe interdit. Bon. On a ensuite travaillé sur sens commun et toute la théorie politique qu'on peut extraire à partir d'une position sur le mariage homme-femme avec affirmation de la présomption de paternité. Bien. Je vous avais annoncé la semaine dernière, et une fois encore ce cours-là sera diffusé à la fin du semestre, puisque en dehors de l'excuse grève, je ne peux pas diffuser mes cours en temps réel sur Internet, pour des raisons dont je m'explique dans des vidéos précédentes. Je vous avais annoncé que j'allais essayer de montrer les faiblesses et les failles de cette lecture du mariage à partir de la théorie de l'alliance. Bien. En gros, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que certes, ça peut être vu comme l'expression du pouvoir pour contrôler une population, mais que simultanément le mariage, c'est-à-dire l'union d'individus sanctionnés par une autorité judiciaire ou religieuse, peut être au contraire une source de contre-pouvoir.
ça peut être un domaine du pouvoir qui s'exprime contre le pouvoir, ou à côté du pouvoir, ou pour le pouvoir. Bien. En d'autres termes, il ne faut pas voir strictement le mariage comme une obligation négative qui vient de l'État, de l'administration ou du pouvoir et qui s'impose au peuple, mais aussi comme un système d'obligations qui peut être immédiatement vu comme positif ou concurrent, quand bien même il passerait par une sélection. En d'autres termes, j'essaye de vous mettre en garde contre le fait de lire la théorie proposée par Claude Lévi-Strauss, la théorie de l'alliance, qui amène à voir le mariage comme d'abord une obligation négative. Je vous propose plutôt de le lire aussi comme le lieu de construction d'un pouvoir et de construction d'un contre-pouvoir. C'est-à-dire que l'obligation négative, c'est un moyen qui peut être en quelque sorte au service du pouvoir central, ou du pouvoir tel qu'il est figé dans des institutions, ou d'un pouvoir plus populaire. Et on va un petit peu travailler là-dessus aujourd'hui. Bien. Alors, donc le cours va fonctionner comme ça. Dans un premier temps, je vais vous parler du pouvoir du mariage comme outil du pouvoir, comme outil de la force centralisée de socialisation, si on veut bien. Et dans une deuxième partie, j'ouvrirai d'autres pistes. Vous pourrez interpréter comme le mariage comme source de contre-pouvoir ou le mariage comme source de résistance. Bien. En d'autres termes, si la semaine dernière on a travaillé sur la gestion de l'alliance et de la mésalliance du point de vue du pouvoir, on va voir ici comment la gestion par les familles de l'alliance et de la mésalliance peut être une source de contre-pouvoir, ou en tout cas de contre-organisation du social. Bon. Alors, on va commencer par une vraie caricature à propos du mariage. Donc, c'est un article de Slate du 29 août 2017, mais vous en avez plein d'autres en ce moment qui sortent. Donc je vous mets le lien en bas de la vidéo, dans les commentaires. Un article sur les actions du gouvernement russe de la République tchétchène, qui se félicite et est extrêmement content du programme qu'il vient de construire pour empêcher les gens de divorcer. En d'autres termes, on a créé une espèce de brigade qui réconcilie les couples, qui va les voir, qui les surveille. Monsieur Kadyrov, le président de la République tchétchène, a déclaré qu'il fallait ne jamais divorcer, et donc les couples qui sont en situation de divorce se retrouvent avec des conseillers, avec la police chez eux, qui vient leur expliquer comment faire pour ne pas divorcer, ou même si on est séparés, au moins manger ensemble, rester ensemble, vivre avec les enfants. Donc c'est des conseillers conjugaux, avec un certain niveau d'autorité. Alors, qu'est-ce qui prend un pouvoir de vouloir maintenir les gens mariés ? Officiellement, c'est parce que les familles monoparentales sont une source de trouble pour l'État. Sont une source de trouble pour l'État. Leurs enfants sont moins bien élevés, ils seraient plus dépressifs, ils feraient plus de terroristes. Donc en d'autres termes, le couple divorcé serait une source de déséquilibre pour l'État. L'État ne pourrait plus contrôler les individus avec la même efficacité dans une société de personnes divorcées. En d'autres termes, l'État veut des couples mariés pour pouvoir contrôler la population. Bon. Et avoir la population la plus harmonieuse, etc. Qui plus est, le couple marié, il est l'incarnation vivante de l'alliance entre l'État et la religion, l'État et Dieu. Et donc cette alliance-là entre les individus vient célébrer dans le domicile, vient célébrer dans l'intimité l'alliance qui existe entre l'État et l'ordre des choses, l'ordo rerum, l'ordo hominum et l'ordo rerum, l'ordre des dieux et l'ordre du pouvoir. Bien. Alors, voilà.
on parle de cette situation-là. En Tchétchénie, le pouvoir veut maintenir le mariage. Bon, très bien. Alors, il faut évidemment aller gratter plus loin. Quand on parle du mariage, et on en a parlé avec Sens commun, entre hommes et femmes, comme le bon cadre pour l'enfant, d'une certaine manière, on oblitère un certain nombre d'espaces où le pouvoir s'exprime à l'intérieur du mariage. C'est d'ailleurs Durkheim, très paradoxalement, vous verrez pourquoi tout à l'heure, qui nous fait, dans le texte cité aussi en commentaire, qui nous fait un clin d'œil en nous disant mais attendez, on se trompe complètement en ne considérant que le mariage comme le cadre de la transmission pour les enfants. Un couple vit avant d'avoir des enfants et vit après avoir éduqué les enfants et donc vit l'essentiel de son temps sans enfants, le couple marié. Donc il s'agit bien d'autre chose. Mais on peut partir de là. D'abord, on donne un père à l'enfant à travers le mariage. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette présomption de paternité qui stabilise le cadre de la transmission. Une société qui doit à la fois se donner les moyens d'atteindre des buts, se donner les moyens de se maintenir telle qu'elle est, se donner les moyens d'agir, se donner les moyens de s'adapter, ne peut voir les enfants, le fait que les êtres humains ça prolifère, hein, que comme un risque. C'est un risque. Pourquoi? C'est aussi une opportunité, c'est aussi beaucoup de choses, mais c'est aussi un risque. Pourquoi est-ce que les enfants sont un risque pour la société? Parce que si on considère la société comme un ensemble donné, et donc gérable, stable, reproductible, l'arrivée d'enfants, c'est l'arrivée de nouveaux. C'est la nécessité d'une adaptation. Bon. Il faut donc gérer cette adaptation. Le mariage peut être vu comme, le mariage avec présomption de paternité, une façon pour la société de stabiliser le cadre de la transmission et donc stabiliser à travers ça le cadre de l'adaptation. On va partir de là. Alors, quand je dis la société donne... Le mariage est un moyen pour la société, parce qu'il faut bien voir que le mariage en tant qu'institution, le statut d'époux et d'épouse, ça effectivement c'est purement social. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que la société marie les gens. Non pas qu'elle choisisse pour vous un mari, mais enfin en grande partie, elle vous dit avec qui vous pouvez vous marier, comment vous pouvez vous marier, quel statut ça vous procure, quelles obligations ça vous donne. Et à l'intérieur de ça, parmi ces obligations, et c'est là que je disais il faut prendre les choses dans sa totalité, comment on doit élever l'enfant, quels sont les rapports qu'on doit entretenir avec lui, quels sont les rapports de discipline, est-ce qu'on doit obéissance, est-ce que l'enfant doit obéissance au père et à la mère, au père seulement, au père et au frère aîné, etc., etc. Mais par ailleurs, se joue aussi, à travers le mariage, la question de la localité, de la linéarité et de l'exercice du pouvoir à l'échelle de la famille. Localité, parce qu'il y a des sociétés patrilocales et des sociétés matrilocales. Est-ce que, selon le type de mariage, est-ce qu'on va habiter chez la mère de la femme, ou est-ce qu'on va habiter chez le père, du mari? En gros, est-ce que les lieux se donnent de père en père, de père en fils, ou de mère en fille? Bien. Deuxième question, la linéarité. Comment est-ce qu'on considère la construction de la famille? Est-ce qu'il s'agit d'une famille patrilinéaire? Est-ce qu'il s'agit d'une famille matrilinéaire? Dernier point, est-ce qu'il s'agit d'une famille patriarcale ou matriarcale? Je dis dernier point, mais il y en a d'autres. Est-ce que la famille couverte par le mariage est une famille nucléaire ou une famille élargie? Est-ce que c'est une famille dans laquelle le pouvoir patriarcal ou matriarcal est géré de manière autoritaire ou libérale? Est-ce que cette famille sera un cadre égalitaire ou un cadre hiérarchique, par exemple? Donc tous ces enjeux du pouvoir sont engagés dans le mariage. La localité, le rapport au sol, dont on a parlé, la linéarité par rapport à la famille et aux ancêtres et au temps primordial, le rapport à l'exercice du pouvoir, patriarcal, matriarcal, respect du père, du frère, etc., le droit d'aînesse, hein, le dimensionnement du clan, est-ce que c'est le clan, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est la petite famille nucléaire, le rapport à l'autorité, autoritaire ou libérale, égalitaire, hiérarchique, etc. Bien. Petit passage de Durkheim. Culte.
Nous sommes ici plusieurs à penser que les expressions de règles de discipline ne sont pas de vains mots, mais expriment des réalités morales dont l'homme ne peut se passer. Nous pensons qu'il est dans la nature de l'homme que ses désirs, ses passions soient contenus dans de certaines limites, qu'il y ait en dehors et au-dessus de lui des forces morales qui l'arrêtent, qui lui imposent comme un devoir de se modérer et de se borner, faute de quoi ses appétits se dérèglent, s'exaspèrent, sans fièvre, ne peuvent plus être satisfaits en raison de cette exacerbation, et par suite ne peuvent plus être pour lui qu'une occasion de souffrance. Il faut donc de la règle, sinon l'homme souffre. Alors, une fois que l'État a marié, ou que le pouvoir a marié, en produisant les catégories, le cadre, il va demander pour lui-même, très souvent, mais pas toujours, mais très souvent, une indissolubilité du mariage. Alors c'est marrant cette notion d'indissolubilité, le fait qu'on ne puisse pas divorcer, pour le dire autrement. C'est l'idée que ce que j'ai créé, je veux que ce soit stable. La loi, l'acte social, il doit être pérenne. Bien. Alors c'est très marrant parce que par exemple, si on prend le mariage chrétien, ça a été une histoire assez tempétueuse de ce côté-là, et ça l'est encore. Est-ce que par exemple les divorcés peuvent assister à la messe, peuvent communier? Pourquoi c'est grave? Parce que au XIIIe siècle, on a établi une théorie parmi celles qui étaient en conflit dans la chrétienté, a triomphé. Elle rentrera en concurrence plus tard d'ailleurs avec les protestants qui eux ont autorisé le divorce. Donc s'est imposée une théorie de l'indissolubilité du mariage, exactement sur le modèle que je proposais tout à l'heure à propos de la Tchétchénie, c'est-à-dire, en fait, la communauté des chrétiens a fait alliance avec son Dieu, de même l'alliance entre le mari et sa femme. L'alliance privée est analogique avec le mariage des chrétiens avec, et de l'Église, avec Dieu. La petite alliance, la grande alliance. De même que de même. Hein. Donc, on a commencé à dire effectivement, mais vous voyez, ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment une histoire tempétueuse. Au début, on était plus ou moins favorable au divorce, la question s'est posée, il y a eu plusieurs théories, puis s'est imposée celle de c'est tellement affreux que j'arrive pas à le dire, l'indissolubilité du mariage. Qui permet de placer chaque enfant dans un lieu consacré, puisque le mariage est, dans le cadre chrétien, un sacrement. Bien. Qui d'ailleurs au début ne pouvait être fait que par un prêtre, et puis ensuite par des laïcs. Enfin, vous voyez, c'est toujours ce qu'il faut voir avec une religion, c'est qu'elle évolue. Alors, on a donc créé, de différentes manières dans différentes sociétés, une unité sociale indissoluble, à l'intérieur de laquelle se pose la question de la paternité, c'est-à-dire de l'attribution de l'enfant. Bien, la présomption de paternité dont on a parlé avec Sens commun. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, elle est beaucoup débattue. On peut dire même qu'il s'est en quelque sorte estompé. D'abord, la présomption de paternité a été... alors là, je vous renvoie à une interview donc publiée par l'Obs d'Irène Théry, qui est sociologue du droit de la famille, donc, dont je vous mets le lien évidemment dans les commentaires. Hop. Okay. La présomption de paternité a été d'abord affaiblie par la loi de 1972 instituant le principe d'égalité entre enfants naturels nés hors mariage et légitimes. Puis en 2005, avec le Pax, nous avons accompli une révolution silencieuse mais capitale en effaçant de notre droit, rien à voir avec le Pax, en effaçant de notre droit la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle. Cette opposition des deux filiations, qui était le véritable principe organisateur de la famille du Code Napoléon et qui séparait l'honneur d'un côté et la honte de l'autre, à travers la division des femmes en deux, d'un côté les dignes épouses et mères, et de l'autre les filles mères et les bâtards. Tout ça a purement et simplement disparu. Donc vous voyez qu'on avait en quelque sorte un modèle, et là je suis en train de passer de la partie 1 vers la partie 2, on avait un modèle dans lequel une unité sociale était définie, le couple marié, dans lequel les enfants étaient en quelque sorte installés de manière légitime,
avec, bon, ça c'était le fait social normal, le fait social pathologique, c'est lorsque il y avait des enfants naturels, il y avait des enfants illégitimes, il y avait des bâtards, il y avait des enfants en quelque sorte qui n'étaient pas nés dans le cadre consacré par la société. Bien. Ça nous ramène au texte de Durkheim que je vous ai mis en copie dans les commentaires, que j'ai découvert récemment. C'est fou ce qu'on découvre de Durkheim. Durkheim était extrêmement favorable à un mariage extrêmement fort et indissoluble. Et il pense que les règles et les disciplines, ça n'est pas une tendance, un penchant, un moyen utilisé par l'État pour dominer, c'est la réponse nécessaire à un besoin humain d'organisation, de structuration. Et donc pour lui, le mariage en tant qu'institution et en tant que sacrement laïque est extrêmement important. Pour lui, l'effondrement du mariage, finalement, relève de l'anomie. Pourtant, il écrit ça au début du XXe siècle, exactement comme le suicide. Il dit d'ailleurs dans le suicide que là où on divorce peu, on se suicide peu. Bien. Donc voilà, pour lui, il place très clairement le mariage à la jonction parfaite d'un maximum d'intégration et d'un maximum de régulation. C'est-à-dire qu'on est parfaitement intégré en acceptant des règles et de la discipline au creux de son cœur, en quelque sorte. Bien. Alors, voilà. Jusqu'à présent, on a envisagé le mariage comme une ingérence ou une structuration par un pouvoir de l'ordre du privé, de l'ordre des familles, de l'ordre de la vie amoureuse par ailleurs et de la vie de couple en particulier. Le problème, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, le pouvoir n'est jamais absolu par rapport à ce type d'alliance. Considérez par exemple une carte de la France de celle que propose Emmanuel Todd dans chacun de ses ouvrages. Vous allez voir qu'il existe une multiplicité de types de mariage en France, dès lors que, même s'ils assument le même cadre légal, on les considère du point de vue de la patrilocalité, matrilocalité, patrilinéarité, matrilinéarité, pouvoir patriarcal, pouvoir matriarcal, famille nucléaire ou élargie, autoritaire, libérale, égalitaire, hiérarchique, etc. Et donc, si des mariages maintiennent des organisations du pouvoir différentes selon les territoires en France, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie que le pouvoir n'est pas capable d'atteindre partout les mêmes buts? Ou qu'il rencontre des résistances locales qui font qu'il est obligé d'adapter l'exercice de son pouvoir? Ou bien que les différents mariages tels qu'ils s'expriment dans les différentes régions et dans les différents bassins culturels créent du pouvoir qui se trouve être en quelque sorte un pouvoir concurrent du pouvoir central. Un pouvoir concurrent en ce qu'il maintient une organisation des valeurs, de la transmission des richesses, de la transmission des statuts, en dehors du processus national et de l'État centralisé, de l'État administratif. Bon. Alors, je vous mets un autre article très récent sur quelque chose qui se passe au Kenya, sur une mini-république des femmes contre les violences et les mutilations. Donc, des villages de femmes existent depuis 25 ans dans la région Samburu, des refuges toujours nécessaires malgré l'évolution des sociétés, etc. Et là, on se rend compte que voilà, c'est des communautés de femmes qui ont été maltraitées et qui édictent des règles par rapport à leurs petits amis, par rapport à donc qui ont des droits de visite, par rapport aux enfants qui ont des droits de rester pas trop loin, etc. Mais si on forme des villages de femmes. Bon, qu'est-ce que ça me dit, ce petit fait-là, qui est infinitésimal? Au Kenya, dans quelques endroits, on a des villages de femmes qui se constituent pour résister aux maltraitances et dans lesquels on édicte des nouvelles règles, dans lesquelles les femmes se mobilisent par exemple pour dégager un amant s'il a trop bu. Enfin, on établit un pouvoir des femmes. Eh bien, ça nous dit tout simplement que les sociétés ont des capacités micro-locales ou locales de résistance et d'innovation
par rapport à l'alliance, par rapport au mariage. Bien. Le fait qui me paraît le plus net dans cette non-maîtrise par l'État de la nuptialité et de la divorcialité, c'est l'évolution des familles monoparentales. Alors, reprenons. On a un État, l'État français, puisqu'on réfléchit à ça, qui propose la constitution d'unités sociales élémentaires de couples mariés, qui, du fait de différents mouvements sociaux, a dû disjoindre cette cellule élémentaire de la présomption de paternité et donc de l'intégration et de l'adaptation des enfants. Vous voyez comment la fonction est éminemment politique. Et on voit surgir un phénomène qui est immédiatement, même si ce n'est pas consciemment, une résistance à cette stratification de la société, à cette organisation de la société par ce qui reste du mariage. Alors, le divorce en est un, la monoparentalité en est un sur un autre aspect. La monoparentalité n'interroge pas tant l'indissolubilité du mariage que la possibilité d'élever un enfant, non pas dans le cadre du couple, un papa, une maman, etc., du couple marié, mais seul. Bien. Alors, prenons quelques statistiques à ce sujet. De manière générale, c'est une population qui est de plus en plus nombreuse. Par exemple, entre 1982 et 2005, le nombre de familles monoparentales est passé de 887 000 à 1 758 000, ce qui s'explique principalement par l'augmentation du nombre de séparations des couples pendant cette période, nous dit Wikipédia, en citant quelle source? Voyons voir, le site de l'INSEE. Bien. Alors, vous voyez donc, la situation est la suivante. Il y a une société avec des possibilités de s'unir soit via le mariage, soit via le Pacs, d'y élever des enfants. On peut même élever des enfants dans des couples non pacsés, non mariés. Il se développe une pratique de plus en plus nombreuse de séparation et de création de familles, c'est-à-dire un adulte de foyer avec des enfants, pourrait-on dire, du point de vue de l'État, monoparental, avec un seul parent. Bon, alors, ces familles-là ont des caractéristiques, et notamment des caractéristiques de pauvreté, immédiatement liées à l'accès à l'emploi des femmes mères, vivant dans une famille monoparentale, et deuxièmement, par ailleurs, mais c'est immédiatement corrélatif, à leur niveau de diplôme. Alors, si on prend les personnes vivant sous le seuil de pauvreté selon le type de ménage, donc là encore je vous mettrai les statistiques, le lien vers les statistiques, donc ça c'est le site de l'Observatoire des inégalités. On voit que pour l'année 2015, si on prend le revenu déclaré des personnes, avec un taux de pauvreté exprimé en pourcentage, on voit que, alors que pour l'ensemble des Français, il y a 8,8% des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Pour ce qui est des couples, seulement 6,6%. Pour ce qui est des personnes seules, on est déjà à 13,4%. Famille monoparentale, 20,3%. Et famille monoparentale dans laquelle il y a des mères inactives, et c'est là que se fait le chiffre, 44%. 44% des mères inactives sont sous le seuil de pauvreté. Bien. Alors, si on regarde les courbes sur les
familles monoparentales, qu'on regarde la proportion de mères isolées à l'intérieur de ces familles monoparentales, on voit que près de 25% des mères isolées ont le brevet des collèges ou sont sans diplôme, et que cette part ne cesse d'augmenter depuis les années 90. On voit que à peine plus de 17% ont le BAP ou le CAP, 15% ont le bac. Et on voit que donc voilà, le pourcentage de mères isolées avec un taux de diplôme extrêmement bas est croissant. Donc il se crée quelque chose comme une population, un problème social, avec une population de familles monoparentales plus pauvres et moins diplômées que le reste de la population. Bien. Alors, pour moi, il y a là un exemple qui est très fort. Pourquoi? Parce que on va considérer donc l'endroit où élever les enfants. On va repartir du mariage comme lieu où élever les enfants, comme lieu d'attribution. Vous voyez bien que là, la société a produit un phénomène que l'État ne sait pas bien encadrer. Il ne sait pas le prendre. Il se crée une population qui va voter d'une certaine manière, penser d'une certaine manière, s'occuper des enfants d'une certaine manière, travailler d'une certaine manière. Bref, il se crée une façon d'élever des enfants avec un impact politique majeur sans que l'État puisse faire autre chose que réagir par rapport à ça. De la même manière, s'il se crée exactement à l'inverse, non pas une culture de monoparentalité, mais autour d'une pratique de polyamour, ou que sais-je encore, des pratiques de mariage plus collectif, impliquant de la polygamie, de la polyandrie, que sais-je encore, ou tout simplement de la collectivité dans le mariage. De la même manière, bien qu'ils puissent ne pas les reconnaître légalement, l'État verrait là naître un contre-pouvoir. Ce que je veux vous dire tout simplement, c'est que dès lors qu'il y a du pouvoir qui s'exprime dans le mariage, et on a vu les problèmes de localité, les problèmes de linéarité, les problèmes de patriarcat-matriarcat, les problèmes d'exercice du pouvoir à l'intérieur de la cellule familiale, le cadre légitime d'éducation, j'allais dire d'élevage des enfants, la dimension de la famille, monoparentale, nucléaire, élargie, tout cela fait l'objet à la fois de prescriptions, de cadres prédéfinis socialement, et simultanément d'un mouvement qui n'est pas maîtrisable. Et par conséquent, ce n'est pas un pouvoir qui n'arrive pas à s'imposer, c'est un pouvoir des pouvoirs. C'est la recréation par la vie sociale de canaux ou plutôt de modes de travail de certains domaines du pouvoir. Bien. On récapitule. À travers le mariage pour tous, à travers le Pacs, à travers la séparation entre union et présomption de paternité, à travers la divorcialité qui a évolué, à travers l'augmentation du nombre de familles monoparentales, à travers le maintien, la persistance d'organisations culturelles différentes de la famille dans les différentes régions françaises, on aperçoit la dynamique du pouvoir. C'est-à-dire si le mariage fait partie du domaine du pouvoir, et à de nombreux titres, si l'union sanctionnée par une institution juridique ou religieuse fait partie du domaine du pouvoir, ce pouvoir est exprimé véritablement de manière
ascendante et descendante. C'est à la fois une source de résistance et ou une source de normalisation et de contrôle. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'on a bien vu avec ce que souhaite Durkheim et ce que souhaite M. Kadyrov en Tchétchénie et l'organisation du mariage dans la chrétienté, comme on a pu en parler, qui a là un enjeu de contrôle, de véritable obligation négative, pourrait-on dire, et simultanément que la société, par son mouvement permanent, défie l'organisation du pouvoir et la force à changer. Le mariage pour tous et la monoparentalité et le fait qu'on abandonne la présomption de paternité comme modèle culturel unique, ça a un impact pour le pouvoir extrêmement fort. C'est que les familles, les foyers sont des interlocuteurs, sont des entités auxquelles l'État s'adresse. Dès lors que ces dernières se changent par elles-mêmes, dès lors l'État se voit imposer un changement d'interlocuteur, un changement dans son exercice du pouvoir, un changement de source de légitimité, un changement d'accès à la matière qu'il doit absolument travailler pour pouvoir se maintenir, c'est-à-dire les enfants. Bien. Eh bien, j'espère que ça vous aura servi à garder le fil qu'on tire ensemble depuis le début de ce cours. J'espère pour les autres que ce cours-là par lui-même vous aura intéressé et distrait. À la semaine prochaine.